Démarrer l'enregistrement et d'ici 6 secondes, ça commence. Parfait. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Simpicure que l'on propose aujourd'hui avec Jean-Pierre Mans, nutrithérapeute, qui nous parlera du microbiote. Bonjour Jean-Pierre, comment allez-vous aujourd'hui ? Mais je vais fort bien, merci beaucoup Julie. Ravie de vous avoir avec nous en tout cas. Alors juste quelques petits rappels au niveau du fonctionnement de Big Marker. Donc tout au long de la présentation, vous allez pouvoir interagir via le chat et également poser toutes vos questions. Et alors bien sûr, on y répondra à la fin du webinaire. On aura 15-20 minutes à consacrer aux questions. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter je vais vous laisser la parole plutôt. Parfait, merci beaucoup Julie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de partager cette heure avec vous pour parler d'un sujet qui est évidemment éminemment passionnant, qui est celui du microbiote. Le microbiote, on le sait, il suffit de voir le nombre de publications, je dirais, qui s'affichent sur PubMed pour voir au cours des dernières années l'emballement de publications et de recherches qu'il y a à consacrer à cet organe absolument fabuleux qu'est le microbiote. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'objectif de mon intervention, c'est de s'attarder je dirais, à la fois aux probiotiques et aux cobiotiques, mais en comprenant leur utilisation et leur intérêt, à partir du moment où on a également une vision la plus claire possible, finalement, du microbiote, puisque je dirais qu'à partir du moment où on est amené je dirais, à recommander un régime alimentaire qui va éventuellement faire la place belle aux probiotiques, voire aux prébiotiques, voire même aux cobiotiques. Mais tout ça, évidemment, est éminemment intéressant à partir du moment où on a aussi une meilleure compréhension, je dirais, de l'état du microbiote. Et c'est là où, au cours des dernières années, il y a également, en parallèle de tous les travaux de recherche qui ont lieu pour l'instant relatifs au microbiote, mais également des progrès considérables qui ont été faits au niveau des techniques de laboratoire qui sont utilisées de façon à pouvoir beaucoup mieux appréhender les bactéries qui sont présentes dans ce microbiote, non seulement de pouvoir les détecter, mais également de pouvoir les quantifier de façon à pouvoir proposer une prise en charge thérapeutique d'un patient en fonction de sa pathologie de manière beaucoup plus ciblée. On va aborder certaines de ces pathologies comme le côlon irritable, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais également les maladies auto-immunes. Et on sait, j'y passerai d'ailleurs un peu de temps, que le microbiote est un organe qui doit absolument être pris en charge dans le cadre, je dirais, d'une prise en charge du syndrome métabolique, voire même, ça sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, de voir comment on peut également, grâce au microbiote, prendre le mieux possible les symptômes dépressifs en charge. Alors, quand on parle je dirais, de la connaissance du microbiote, et on sait que le microbiote, je dirais, est généralement constitué de phyla majeurs. On en retient 5 ici, les Firmicutes, les Bacteroidetes, les actinobactéries, les protéobactéries et les Verrucomicrobia. On va voir que c'est un élément qui est important parce que de nouveau, de la présence, voire de l'absence, ou en tout cas de leur répartition, peuvent en découler un certain nombre de pathologies que l'on va pouvoir prendre en charge en tentant de rééquilibrer ces grands phyla majeurs. Et que, je dirais, lorsque aujourd'hui, et ça commence franchement à rentrer dans la routine des examens qui peuvent être faits par les professionnels de santé, il est aujourd'hui possible, avec un recueil de selles, de pouvoir mesurer justement ces grands phyla auxquels je viens de faire allusion, voir la présence en firmicutes, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a trop peu, les bactérioidetes de même, voir d'autres phyla sur lesquels je vais revenir dans un instant, mais on a également, on le sait, qu'un microbiote en bonne santé doit également connaître une diversité qui est importante. Et donc, il existe aussi maintenant des capacités de mesure de cet indice de diversité qui, ou plus il est élevé, plus il indique un microbiote en bonne santé. Et donc, quand on fait ce genre de choses et qu'on rentre un peu plus dans le détail, vous voyez, au sein des firmicutes, on peut avoir également d'autres informations beaucoup plus importantes encore, comme par exemple, y a-t-il ou non présence de bactéries qui sont productrices d'acides gras à courte chaîne.
Faecalobacterium prosnitzi, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de laboratoires essaieraient je dirais, de pouvoir produire cette bactérie qui est extrêmement importante pour la production d'acides gras à courte chaîne. Je reviendrai un petit peu plus tard. Mais on peut également rentrer un peu plus dans le détail au niveau des bactériodétèses, voir également celles qui sont particulièrement utiles, mais qui en excès peuvent être également délétères pour la santé. Et on peut également avoir une idée beaucoup plus précise de protéobactéries, de bactéries qui sont, je dirais, potentiellement délétères ou qui sont carrément délétères pour la santé, dans le cas de la présence en trop grand nombre d'Escherichia coli, par exemple. Et donc, quand ces bilans sont réalisés, ça va donner aux professionnels de santé un ensemble d'informations qui sont ici résumées, par exemple, où on va constater que parmi les bactéries qui ont un effet bénéfique sur la santé du patient, on va se rendre compte que, par exemple, dans le cas de Faecalobacterium prosnitzi, de Roseburia aeruginococcus, il y a une quantité suffisante qui témoigne, je dirais, à ce niveau-là d'un microbiote en bonne santé. Par contre, on va constater également qu'il y a d'autres bactéries qui ont également un effet bénéfique pour la santé et malheureusement vont se retrouver en quantité insuffisante chez le patient. Dans ce cas-ci, on va noter Bacterium, on va noter Lactobacillus bifidobacterium et une autre bactérie dont on parlera un petit peu plus longuement en deuxième partie d'intervention qui est Akkermansia muciniphila. Et puis, on peut également identifier des bactéries qui ont là plutôt un effet négatif sur la santé et qui seraient présentes en quantité trop importante chez ce patient. On va parler par exemple des Fusobacterium ou des Alistiques. Voilà, ici, l'intérêt évidemment, c'est que lorsque l'on fait une mesure de sel qui va nous donner à gauche une situation arrêtée à un moment donné, c'est évidemment de refaire une photo quelques mois plus tard. Dans ce cas-ci, il y a une autre photo qui a été faite 8 mois plus tard, où probablement le professionnel de santé aura proposé aux patients des corrections alimentaires, aura peut-être, je dirais, également recours à une supplémentation nutritionnelle sur laquelle nous allons revenir un petit peu plus tard. Et ça permet de voir, pour le même patient, à 8 mois d'écart, qu'est-ce qui se passe. On voit par exemple qu'il y a un rapport Firmicutes bactériodétèse qui était clairement délétère, sans doute en présence trop importante de Firmicutes par rapport aux bactériodétèse. On constate que 8 mois plus tard, ce déséquilibre, en tout cas, a été en partie corrigé, puisqu'on se situe dans une zone verte. Et on va pouvoir, par rapport aux grands phyla, les Firmicutes, les bactériodétèse, etc., on va pouvoir imaginer de voir les différences que l'on peut rencontrer et que l'on peut rencontrer également par rapport aux bactéries qui sont en charge de la production d'acides gras à courte chaîne, où on voit à gauche qu'il y avait clairement des manques au niveau de la production, que ce soit de butyrate, de propionate, voire même d'acétate qui était quand même dans la zone basse, et que l'on voit de nouveau, grâce à un changement alimentaire, une correction alimentaire, et éventuellement une supplémentation nutritionnelle, on voit qu'il y a une amélioration, en particulier, je dirais, au niveau de l'acétate, au niveau du butyrate et des propionates. Certes, on est rentré dans les zones, mais on reste encore dans les zones relativement basses, donc on voit que c'est un traitement qui devra probablement perdurer un petit peu dans le temps. Alors, quand on va parler maintenant justement des corrections qui doivent être apportées par rapport à un bilan qui est fait, on sait que les probiotiques vont jouer un rôle évidemment très, très important. Probiotiques qui ont fait l'objet d'une définition de l'Organisation mondiale de la santé début 2010, donc ce n'est pas il n'y a pas si longtemps que cela, et dont on sait qu'aujourd'hui, elles vont avoir des rôles qui sont importants, puisqu'elles vont, grâce entre autres à la synthèse de mucus ou à la présence de bactéries qui ont des rôles un petit peu antibactériens comme les bactériocides, vont pouvoir contribuer à la protection de la paroi intestinale des agresseurs, qu'ils soient bactériens, viraux ou chimiques. Ils vont évidemment, ces bactéries vont avoir un rôle très important dans la prise en charge d'un excès de perméabilité intestinale, dont on sait qu'elle peut directement conduire à une inflammation de bas grade, que ce soit au niveau du syndrome du côlon irritable ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On va certainement aborder la problématique d'une inflammation de bas grade qui, à distance, peut conduire à des problèmes, alors que ce soit de prise en charge de symptômes dépressifs, mais certainement
de surcharge pondérale, d'obésité, de résistance à l'insuline. Les maladies auto-immunes également, et tout ça parce qu'il va y avoir de nouveau une augmentation de la synthèse de mucus, qu'il va y avoir une capacité de pouvoir lutter contre un certain nombre de bactéries délétères pour la santé, en stimulant par exemple un certain nombre de récepteurs, comme les Toll-like récepteurs 2 en particulier. Un rôle également sur la synthèse de vitamines, la vitamine D, la vitamine K, et également la synthèse de postbiotiques qui peuvent, on le sait aujourd'hui de manière tout à fait certaine, jouer un rôle important dans le cadre de la prévention du cancer du côlon, mais également avoir une diminution de l'inflammation intestinale qui, de nouveau à distance, peut avoir des impacts négatifs au niveau, par exemple, des maladies de la peau, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, lorsque l'on est amené, parce qu'on constate des déficits, et que l'on est amené à recourir à des probiotiques, et éventuellement à de la supplémentation au niveau des probiotiques, mais de nouveau, si on a la chance de bénéficier d'une analyse de sel comme celle que je viens de vous expliquer il y a quelques minutes, et que l'on veut recourir à de la supplémentation, il serait bien évidemment de choisir les souches dont on sait aujourd'hui les rôles que ces souches en particulier peuvent jouer. Je prends ici par exemple tout en haut Bifidobacterium breve. On voit par exemple que chez des patients chez lesquels parfois la supplémentation en vitamine D peut être problématique et ne pas donner de résultats, on voit par exemple que cette souche Bifidobacterium breve va avoir une fonction spécifique sur cette synthèse augmentée de vitamine D et de vitamine K, ce qui évidemment va avoir en termes d'activité un rôle positif sur, par exemple, la stimulation de l'immunité chez ces patients qui, on le sait aujourd'hui dans le cadre, que ce soit de la Covid-19 ou d'autres pathologies, en déficit de vitamine D, je dirais, si cette bactérie permet de stimuler la synthèse de la vitamine D, on va avoir un soutien de la fonction immunitaire. On voit également, par exemple, au niveau de Bifidobacterium lactis, la troisième qui est mentionnée ici sur cette diapo, on voit qu'elle va, avoir un certain nombre d'indications intéressantes, dont, par exemple, la capacité à faire diminuer le cholestérol. Donc, de nouveau, chez les patients qui sont sur base d'une analyse, un petit peu réfractaire, s'ils sont amenés à utiliser des classes de médicaments comme les statines, et qu'on voit que malheureusement cette médication ne semble pas encore être suffisante pour rentrer dans des valeurs considérées comme des valeurs santé, peut-être que dans cette circonstance-là, le recours à Bifidobacterium lactis peut être quelque chose d'intéressant. On le voit également aussi avec d'autres souches de probiotiques, Lactobacterium acidophilus, qui, on le voit également en termes d'indication, permet également de contrôler des niveaux de cholestérol. Et ceci nous amène peut-être déjà à penser, et je vais y revenir d'ailleurs, qu'il est parfois bon de penser à des associations, de probiotiques, de ne pas être focalisé sur un seul type de probiotiques, mais de penser à différentes associations de probiotiques. Ça peut être évidemment quelque chose de tout à fait intéressant également. Comme vous aurez l'occasion de revoir le webinaire, éventuellement, je ne vais pas passer tout en revue, mais on voit que, voilà, de nouveau, au niveau d'autres souches de bactéries, on peut retrouver de nouveau des fonctions qui sont extrêmement intéressantes. J'évoquais l'inflammation de Bas-Grade qui, à distance, peut entraîner des problèmes sur un plan dermatologique. Et on voit par exemple que les lactobacilles rhamnosus ont un impact intéressant au niveau de, par exemple, la dermatite atopique, ou au niveau de l'asthme, au niveau des fonctions des poumons. Voilà encore une souche qui peut éventuellement être intéressante à prendre en charge pour ces patients qui souffrent, par exemple, de ces pathologies à distance. Alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est de dire, finalement, quand est-ce qu'on est amené à prescrire ou à recommander le recours à des probiotiques?
Alors, il y en a un certain nombre qui font sens aujourd'hui, sur lesquels je vais revenir, qui font d'ailleurs l'objet aujourd'hui de publications dans des journaux de haute teneur scientifique, certainement dans le cadre des maladies inflammatoires de l'intestin, dans le cadre d'un syndrome du côlon irritable plutôt avec un profil inflammatoire. Chez les patients de plus de 65 ans, puisqu'on sait qu'avec le temps, même si cela est relativement progressif, on sait qu'il va y avoir une espèce de remodulation, je dirais, de la composition du microbiote, avec parfois la présence progressivement trop importante de certains pathobiontes. Et donc, dans ce contexte-là, on sait que c'est une question de lutte et de place au niveau des bactéries. Et donc, le fait d'amener un certain nombre de bactéries utiles pour la santé chez ces patients plus âgés peut être quelque chose d'utile. De même, chez les patients qui ont un système immunitaire relativement affaibli, puisqu'on l'a vu que certaines souches sont intéressantes dans le cadre de la synthèse de vitamines, la vitamine D en particulier. Aujourd'hui, on sait que la prise d'antibiotiques va entraîner évidemment une perturbation très importante au niveau de la composition, je dirais, du microbiote, et donc aujourd'hui, on ne remet plus en cause la prise concomitante de probiotiques en même temps que d'antibiotiques à prise différée d'environ 4 heures, évidemment pour ne pas perturber l'efficacité des antibiotiques, mais de nouveau pour éviter, je dirais, que des bactéries délétères ne prennent place à un moment donné, il est bon de rapidement ensemencer, je dirais, la flore pour qu'il y ait de nouveau un équilibre, une biose qui s'installe au niveau du microbiote. Dans le cas de la diarrhée aiguë, on sait que les probiotiques et certaines souches de probiotiques sont particulièrement efficaces. Il y a à voir cette énumération, à la limite, on aurait encore pu en rajouter une, qui est aujourd'hui la recommandation d'un ensemble de probiotiques chez la femme enceinte, et en particulier au cours du dernier trimestre de la grossesse, puisqu'on sait que c'est dans ces moments-là que, je dirais, la modulation du microbiote de la maman va être particulièrement importante pour qu'il y ait transfert d'un microbiote le plus sain possible au niveau de son enfant, non seulement au moment, je dirais, des 3 derniers mois de la grossesse, mais peut-être également au moment de l'allaitement, sont certainement des contextes de recommandation de probiotiques qui peuvent être intéressants et utiles. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, au niveau des souches, on a vu le rôle, les indications des différentes souches individuelles. Cependant, une publication ici dans le World Journal of Gastroenterology de 2012 qui faisait état, je dirais, d'une souche en particulier qui permettait d'augmenter les symptômes du syndrome du côlon irritable. Et donc, voilà, déjà une souche ici, en tout cas, qui montre une efficacité. Je reviendrai d'ailleurs sur les numérotations de souches dans un instant pour voir en quoi elles sont importantes ou pas. De nouveau ici, un mélange de 3 souches de bifidobactéries qui, dans le cadre d'une étude à la fois multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, et même croisée. Donc là, franchement, on était au plus haut niveau de ce que l'on peut imaginer en termes de qualité d'études cliniques. On voit que cette association de 3 bifidobactéries a permis d'améliorer les douleurs abdominales et d'augmenter la qualité de vie des enfants qui étaient atteints d'un syndrome de côlon irritable. Et donc, voilà, déjà une première piste qui nous fait croire que l'association de différentes souches peut être particulièrement utile. Et de même, autre étude, toujours dans le cadre de patients qui souffrent de douleurs abdominales et de symptômes d'un syndrome du côlon irritable, de nouveau dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé, l'association de nouveau de 2 souches, à la fois de lacto et de bifidobactéries, ont montré en tout cas une normalisation de ces normes qui permettent de voir l'amélioration ou pas de ces douleurs et de ces symptômes du syndrome du côlon irritable. Alors, je l'évoquais au niveau des souches de bactéries, je dirais, ne vous laissez pas nécessairement influencer par des informations que vous pourriez recevoir quant à dire ma souche de mon laboratoire est la meilleure souche. Non, il faut simplement savoir que en termes de numérotation de souches, pour que cette souche soit acceptée, je dirais, en termes d'efficacité, il faut simplement montrer par des études que la souche en question
permet une prolifération équivalente à une souche qui a été, je dirais, prise comme référence et dans les différentes banques de données et qui vont pouvoir dire que la souche 1, 2, 3 est équivalente à la souche 4, 5, 6 parce qu'elle a pu démontrer une efficacité identique en termes de prolifération par rapport à la souche 4, 5, 6. Par rapport à ces banques de données, aussi, il est important de savoir qu'il existe différentes banques de données qui recueillent ces différentes souches bactériennes. Il y a une banque de données américaine, il y a une allemande, il y a une danoise, il y a une coréenne. Bon, voilà, il y en a différentes. Mais à partir du moment où la souche qui doit être ou qui veut être commercialisée a pu montrer que dans le cas d'une de ces banques de données, elle permet une prolifération équivalente à la souche de référence, elle peut évidemment être commercialisée et son numéro peut clairement être indiqué. Donc, vous avez ici des exemples d'une souche, en particulier NCTC 9001, qui va plutôt lutter contre la prolifération des Escherichia coli, en fait, est en fait la même souche qu'une souche qui porte un autre numéro et nom, ATCCC 11775. Voilà, ce sont des souches qui sont exactement équivalentes, donc l'une n'est pas meilleure que l'autre dans les deux cas. Elles ont en tout cas démontré des capacités de prolifération qui étaient utiles au niveau de la santé du microbiote. Alors tout à l'heure, quand on regardait un petit peu les différentes raisons de prescription, on en avait cité 6-7. Ici, je voudrais peut-être m'attarder à deux d'entre elles qui sont certainement importantes dans le cadre de la recommandation de compléments alimentaires qui contiennent des probiotiques, dans la mesure où on sait aujourd'hui que les maladies auto-immunes, aujourd'hui, ce sont des maladies qui sont généralement liées à soit la présence d'un contexte familial génétique. On sait que les facteurs environnementaux sont de plus en plus incriminés dans l'augmentation assez importante des maladies auto-immunes, dont, soit dit en passant, cette croissance n'est pas amenée malheureusement à se tarir. Donc, de plus en plus de personnes souffriront de maladies auto-immunes. Et alors, troisième point, qui est évidemment très important, c'est le rôle que peut jouer le microbiote dans le cadre du développement de ces maladies auto-immunes. Alors, pourquoi s'intéresser au microbiote? Tout simplement parce que on sait que des modifications du microbiote, et en particulier une perte de la tolérance sur le plan immunitaire, sont souvent incriminées dans le développement de ces maladies auto-immunes qu'on peut retrouver, comme on le voit à gauche sur la dia, au niveau des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou du côlon irritable, parce qu'il y a une diversité microbienne qui est trop faible, ce que l'on peut facilement détecter dans le cas d'une analyse de sel, une diminution de la présence des bifidobactéries, on a vu l'importance des Faecalobacterium prosnitzi, une présence qui serait là trop importante de Fusobacterium et d'Enterobacter, et de nouveau dans les maladies auto-immunes. Mais on va retrouver certaines d'entre elles, comme Faecalobacterium prosnitzi. On va retrouver un rapport Firmicutes bacteroidetes qui est trop bas et qui signe, un risque d'inflammation d'ailleurs aussi au niveau de la paroi intestinale. Et on peut avoir une présence là de nouveau trop importante d'un certain nombre d'entérobactères, de bactéries productrices d'H2S qui peuvent être liées d'ailleurs en présence d'un taux trop important de Prévotella copri, par exemple d'arthrite ou de spondylarthrite ankylosante. Donc voilà, tout ceci pour dire de nouveau l'intérêt d'une mesure objective de ces différents souches bactériennes. Et c'est ainsi qu'il y a une publication qui remonte à 2021, donc qui n'est pas si vieille que ça, au niveau des maladies inflammatoires de l'intestin, et qui démontrait que les suppléments probiotiques qui contenaient dans ce cas-ci à la fois des lactobacillus et des bifidos, qui contenaient certainement plusieurs souches de ces grands phyla de lactobacillus et de bifidobactéries, étaient en tout cas bénéfiques pour, la rémission de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, avec une dose aussi qui était importante à avoir en tête. On est quand même sur des 1 milliard de souches par bactérie, et qui semblent montrer en tout cas des résultats tout à fait intéressants. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors on sait que lorsque
je dirais, on a recours à des suppléments de probiotiques. La question qui se pose toujours, c'est de savoir finalement la quantité de probiotiques que l'on va retrouver au site même où ces probiotiques sont censés avoir des effets intéressants. Et c'est ainsi que des chercheurs se sont intéressés déjà depuis quelques années à essayer de pouvoir, je dirais, protéger chaque bactérie que l'on pourrait retrouver dans un supplément nutritionnel, de pouvoir avoir une protection, et dans ce cas-ci une double protection. Une première protection qui va essayer je dirais, de protéger les différentes bactéries en fonction de la présence ou non d'acide gastrique, d'enzymes digestives, de sels biliaires, et qui vont les protéger à partir du moment où on a affaire à des pH très acides, de l'ordre de 2, puis il va y avoir une dissolution tout à fait progressive dans le tube digestif à partir d'un pH de 3,4 pour enfin se libérer complètement à partir du moment où le pH devient nettement moins acide, aux alentours de 6,7. Et donc c'est cette première couche de protection qui est intéressante et qui va être associée à une seconde couche de protection qu'on appelle une matrice polysaccharidique hydrocolloïde, qui en fait protège, et ça c'est quelque chose qui déjà est fait pour certains suppléments nutritionnels, dont l'objectif est de protéger ces bactéries à la fois, je dirais, des effets de la température, des variations de température, éventuellement de pression mécanique, mais également de l'humidité. Et donc, je dirais, l'idéal, ce serait d'avoir des suppléments nutritionnels qui auraient non seulement un mélange de différentes souches, d'avoir des souches qui, en termes quantitatifs, sont suffisantes que pour avoir un effet, et d'avoir ce double effet de protection. Alors, est-ce que ceci est intéressant? Ben, voilà une étude clinique qui a été réalisée d'un mélange de 4 souches qui, soit en rouge, ont bénéficié de cette double protection versus ce même mélange de 4 souches, à la fois de 4 souches de bifidobactéries, soit dit en passant, qui sont comparées à un mélange qui a été non enrobé. Et on le voit sur la partie gauche qu'en fonction, je dirais, d'un milieu acide, on voit qu'il y a une perte nettement plus importante dans le mélange bleu non enrobé par rapport au mélange rouge qui bénéficie de cette double protection. Et de même, je dirais, sur la partie droite, au niveau des deux graphiques comparatifs, on voit de nouveau qu'en fonction de la concentration d'acide biliaire, on voit qu'il y a une protection plus importante dans les tracés en rouge par rapport aux tracés bleus non protégés, dans la quantité de bactéries qu'on va pouvoir retrouver dans les sites où on est censé pouvoir retrouver ces bactéries en vue d'une colonisation. Alors, ce sont évidemment des analyses qui ont été faites sur le plan quantitatif aussi, où on a retrouvé chez des patients qui souffraient de constipation fonctionnelle chez des patients plutôt âgés. Mais de nouveau, il y a une comparaison qui a été faite entre des mêmes souches bactériennes protégées ou non protégées. Donc, c'est une étude randomisée en double aveugle et également contrôlée. Et on constate qu'il y avait 100 fois plus de bactéries présentes à l'endroit de la colonisation pour ces complexes de probiotiques qui bénéficiaient de cette double protection. Ce sont des travaux qui ont valu d'ailleurs un brevet auprès de cette société sud-coréenne, le Dr Chung, qui a pu mettre cela au point. Et ce qui est surtout intéressant, parce que bon, le développement de ces brevets est intéressant, l'intérêt c'est évidemment de voir dans la pratique quotidienne ce qu'il en est. Et il y a plusieurs centaines d'analyses qui ont été réalisées, d'analyses de microbiote, et qui ont montré clairement le bénéfice de cette double protection par rapport à des souches bactériennes qui ne seraient pas suffisamment protégées. Alors, de nouveau, le bénéfice de tout ça, ce n'est pas uniquement de la quantité pour de la quantité, mais de nouveau, quel est le bénéfice d'avoir une double protection qui va permettre de renforcer cet aspect de colonisation de ces bactéries qui sont ingérées. Mais je dirais qu'on peut ici les résumer en 5-6 je dirais, facteurs importants. Il va y avoir tout d'abord un renforcement de la barrière intestinale grâce à une production renforcée d'acides gras à courte chaîne. Il va y avoir également une augmentation de l'adhésion
de ces bactéries au niveau du mucus et au niveau de l'épithélium intestinal, dont on sait que ce sont des couches de protection qui sont extrêmement importantes pour se prémunir d'une invasion de bactéries délétères à la santé. Il va y avoir à la fois une compétition indirecte, mais directe également sur des agents pathogènes, grâce à la production de bactériocines, donc des bactéries qui ont une espèce de fonction d'antibiotiques naturels. Il va y avoir également un effet de renforcement de la colonisation grâce à la production soit d'enzymes bien particuliers ou de vitamines. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, l'augmentation de la production de vitamine D, et qu'il va y avoir également une modulation du système immunitaire avec, je dirais, la présence augmentée de cellules dendritiques, comme on le voit sur la partie gauche ici de la dia. Et finalement, cette modulation du système immunitaire, c'est à la limite la seule caractéristique que l'on peut retrouver auprès de solutions de probiotiques qui ne bénéficient pas de cette double protection. On va avoir effectivement un effet de passage avec la synthèse de cellules dendritiques, ça on va le retrouver même chez des probiotiques qui ne sont pas suffisamment protégés. Par contre, la double protection va avoir un effet évidemment très intéressant sur ce plan de la colonisation et qui est évidemment une protection beaucoup plus complète que celle que l'on peut retrouver généralement. Et donc, comme on le voit ici, il y a un supplément nutritionnel qui existe et qui a montré in vivo sur le microbiote et qui est le seul finalement à avoir aujourd'hui pu démontrer des vertus intéressantes sur le plan des maladies inflammatoires et qui contient, comme vous le voyez ici, une dizaine de souches bien définies qui pour chacune d'entre elles ont bénéficié évidemment de souches qui ont montré un effet équivalent aux souches dites de référence et qui ont également bénéficié de cette double colonisation qui va donc ne pas se contenter d'un effet de passage, mais qui va évidemment permettre de renforcer l'aspect de colonisation qui est tout à fait utile. Voilà la première partie que je voulais parcourir avec vous sur le rôle des probiotiques, le fait de ne pas les prescrire à l'aveugle, le fait d'essayer de pouvoir identifier ceux qui sont directement en lien avec une pathologie que vous aurez identifié dans le cadre de votre consultation, et surtout de pouvoir mesurer les effets dans le temps, en ayant sélectionné finalement où les souches qui sont particulièrement importantes en fonction de votre patient et en s'assurant de pouvoir donner évidemment des souches à la fois en quantité intéressante, mais également dans un contexte galénique qui permet d'avoir une action la plus importante possible. Alors la deuxième partie que je voulais aborder avec vous a trait aux cobiotiques. Quand on parle de cobiotiques, on va souvent imaginer, on va parler de polyphénol qu'on peut retrouver dans un certain nombre de fruits, de légumes, de boissons comme le thé, le café. On va y revenir dans un instant. Mais dont il faut en tout cas bien comprendre que quand on parle de polyphénol, quand on parle de la santé du microbiote, il faut savoir qu'en fait ces deux-là vont avoir un effet de recherche de solutions gagnant-gagnant, dans la mesure où les polyphénols, on va le voir, ont un rôle important sur la modulation du microbiote intestinal en permettant la croissance de bactéries qui sont particulièrement bénéfiques pour le microbiote. Éventuellement d'ailleurs aussi en inhibant la production de bactéries potentiellement pathogènes, des pathobiontes, mais qui va également faire en sorte que le microbiote intestinal, en présence de ces polyphénols, va les transformer dans certains métabolites, et des métabolites qui sont particulièrement intéressantes en fonction de certaines pathologies que l'on va essayer de traiter. Et donc, au niveau de cette approche métabolique des polyphénols, d'abord savoir qu'il y a une petite partie qui est absorbée au niveau de l'intestin, et c'est essentiellement les bactéries du gros intestin sur lesquelles vont agir la quantité importante de ces polyphénols. Ces polyphénols et d'ailleurs leurs dérivés, leurs métabolites, sont d'abord absorbés au niveau de l'intestin, vont passer par le foie et ensuite vont permettre de regagner la circulation générale et permettre leur efficacité au niveau des organes qui en ont directement besoin. Et donc, le mode d'action de ces métabolites peut être extrêmement varié. Soit ils vont essayer de lutter
contre des bactéries pathogènes en ayant ce rôle de bactériocine. Ils peuvent essayer d'inhiber la présence et surtout la virulence de certaines bactéries délétères pour la santé, bien connues comme Helicobacter pylori, par exemple. Mais d'autres d'entre elles, que l'on peut retrouver, que ce soit au niveau du vin rouge, que ce soit au niveau d'un extrait de thé vert sur lequel je vais reparler, qu'on peut retrouver également dans des baies, dans des myrtilles, vont permettre une augmentation du nombre de bactéries qui sont particulièrement bénéfiques pour la santé. Et je m'attarderai tout à l'heure au niveau d'Akkermansia multifilum. Comme vous voyez, il y en a d'autres qui peuvent également être particulièrement intéressantes. Alors, parmi les pathologies sur lesquelles j'avais envie de m'attarder un tout petit peu, il y a celle évidemment liée au syndrome métabolique, dont on sait que c'est un syndrome qui touche un nombre toujours croissant de la population mondiale, la population américaine également, mais la Belgique ne fait pas exception, avec évidemment au centre de cette problématique du syndrome métabolique un phénomène de résistance à l'insuline, dont on sait qu'aujourd'hui, dans des publications qui remontent déjà à 2019, mais on voit que le microbiote est de plus en plus impliqué. On comprend de mieux en mieux l'étiologie de la surcharge pondérale et de l'obésité et de ses complications également, qui vont en nombre très croissant, comme la stéatose hépatique non alcoolique, qui sont directement liées à la santé du microbiote. Alors, ce qu'on a constaté par rapport à ce syndrome métabolique, c'est qu'il y avait deux notions qui étaient importantes. À la fois, il y avait un rapport fort augmenté de ce rapport Firmicutes-Bacteroidetes, d'une part, et également une présence insuffisante d'une bactérie en particulier, Akkermansia multifila. Alors, quand on parle du syndrome métabolique, on va parler de surcharge pondérale, on va parler de la stéatose hépatique non alcoolique, évidemment de ces notions de prédiabète. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir essayer de prendre en charge le patient avant qu'il ne soit diagnostiqué diabétique de type 2 avec une hémoglobine glyquée qui est largement au-delà des normes, au plus tôt au mieux, d'où là aussi l'intérêt de demander dans des biologies tout à fait de base, à côté de l'insuline à jeun et de la glycémie à jeun, de demander le test de HOMA, par exemple, pour déterminer si oui ou non il y a un début de résistance à l'insuline. Alors au niveau du syndrome métabolique, définition qui remonte sur le plan international déjà de 2006, qui lie d'une part un tour de taille trop important, au-delà de 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme, à la présence de deux autres facteurs au minimum, que ce soit une glycémie trop élevée, un taux de cholestérol de haute densité qui ne serait pas suffisamment présent, trop de triglycérides, une pression sanguine également déséquilibrée, vont signer si le patient souffre ou non de ce syndrome métabolique, dont vous le voyez, ce sont des évolutions constantes dans toutes les régions du monde, avec, comme vous le voyez, même à l'horizon 2030, il n'y a aucune courbe qui s'aplatit, ça continue à augmenter, et qui est souvent d'ailleurs lié à la présence, je dirais, d'une obésité qui est importante. Et ce qui fait particulièrement mal dans ce graphique, c'est qu'on voit que la courbe en bleu, c'est l'évolution de la prévalence de l'obésité chez les adultes, et qu'on voit qu'il y a malheureusement un parallélisme avec l'évolution de la courbe chez les jeunes, puisqu'on sait qu'en 40 ans, il y a une augmentation par 10 du nombre d'enfants qui souffrent d'obésité aujourd'hui. Il y a 40 ans, il y avait environ 11 millions d'enfants qui souffraient d'obésité de par le monde. Aujourd'hui, on est à plus de 120 millions d'enfants qui souffrent d'obésité, donc on voit à quel point il est important de prendre cette problématique en charge, parce que quand un syndrome métabolique s'installe, il va y avoir évidemment des impacts à différents niveaux. On peut imaginer évidemment qu'il va y avoir au niveau des adipocytes une hypertrophie, une hyperplasie adipocytaire qui va entraîner une augmentation de la présence de triglycérides. Et évidemment, ce tissu adipeux n'est pas un tissu inerte, et donc ça va aller de pair avec une augmentation de l'inflammation. On évoquait tout à l'heure des problèmes d'inflammation au niveau du foie, avec une stéatose hépatique qui peut s'installer, des perturbations au niveau du cerveau, au niveau d'une moins grande sensibilité, par exemple du centre de la satiété, qui vont amener le patient tout simplement à vouloir consommer de plus en plus, et également des impacts au niveau musculaire, parce que je dirais une infiltration de tissu graisseux au niveau du muscle peut entraîner aussi une moindre oxydation des acides gras, et donc forcément ne va pas aider à retrouver une santé qui soit suffisamment intéressante. Alors,
à partir du moment où on fait l'analyse du microbiote, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure quand on parlait des probiotiques, ben, ça va nous permettre de voir un petit peu le type de régime que l'on peut proposer, d'approche alimentaire, sachant que généralement chez un patient en surpoids, bon, on va voir qu'il y a des perturbations au niveau de la diversité du microbiote, au niveau de signature du microbiote qui sont tout à fait particulières, et on va voir que ben, la diversité bactérienne va jouer un rôle important. Est-ce qu'il y a une présence trop importante ou pas de pathobiontes, d'entérocoques par exemple, de Prevotella, de Fusobacterium? Est-ce qu'il y a un rapport équilibré Firmicutes-Bacteroidetes? Est-ce qu'il y a suffisamment de bactéries d'intérêt comme celles qui vont permettre la production d'acides gras à courte chaîne? Est-ce qu'il y a également, on l'a vu tout à l'heure, le rôle indispensable de Faegalobacterium prausnitzii, et maintenant je vais parler d'Akkermansia municipula? Ben voilà, ce sont toutes des choses aujourd'hui qui ont permis d'avancer et qui nous permet, même avant d'anticiper de futures découvertes, ben, que l'on sait que dans le cas d'un manque de présence d'Akkermansia, ben, ça peut faire le terrain favorable à une surcharge pondérale ou à de l'obésité. Un rapport déséquilibré Firmicutes-Bacteroidetes est également impliqué dans des problématiques d'obésité. Notez d'ailleurs qu'on peut avoir à la fois une augmentation de ce rapport, mais également un rapport qui serait trop fortement diminué. Ben, dans les deux cas, on fait un terrain favorable au développement de l'obésité. La présence de pathobiontes peut également entraîner une production trop importante de lipopolysaccharides, des molécules pro-inflammatoires, et également une diversité bactérienne qui serait trop peu importante, trop peu de gènes, qui peut entraîner de nouveau un tissu adipeux qui serait trop important. Et donc, on va essayer d'y voir plus clair par rapport à l'impact du microbiote sur cette diversité, sur cette présence ou non d'Akkermansia mucinifila et du rapport Firmicutes-Bacteroidetes. Alors, si on commence par Akkermansia municipula, ben on sait qu'au Cocorico, on a une équipe belge, belgo-hollandaise, qui a fait des travaux pendant plus de 10 ans et qui a pu justement mettre je dirais en lumière qu'il y avait clairement un lien entre une présence trop faible d'Akkermansia municipula et un certain nombre de signatures métaboliques comme la résistance à l'insuline, des situations pro-inflammatoires qui étaient intéressantes. Et ces travaux-là ont montré vraiment des différences significatives entre une absence d'Akkermansia municipula sur ces marqueurs d'inflammation, sur cette diminution de la sensibilité à l'insuline ou d'une augmentation de la résistance à l'insuline. Et on a constaté aussi qu'il y avait une diminution de la masse grasse chez ces patients à partir du moment où on parvenait à faire remonter le taux d'Akkermansia municipula. Attention, les résultats de ce côté-là étaient nettement moins significatifs. Les résultats étaient extrêmement significatifs sur les problématiques de résistance à l'insuline et sur les marqueurs inflammatoires aussi. Par contre, sur la diminution du poids de manière globale de la masse grasse, les résultats n'étaient pas très significatifs. Donc, soyons prudents encore, et je sais que l'équipe du professeur Cani travaille encore d'ailleurs à ce niveau-là. Alors, quand on parle d'Akkermansia municipula, on est inévitablement amené, comme je viens de l'évoquer, de parler d'inflammation de bas grade, d'endoxémie métabolique, d'inflammation métabolique. Pourquoi? Parce que, en fait, on a constaté que en l'absence d'Akkermansia municipula, ben, il va y avoir une augmentation de bactéries gram-négatifs en présence trop importante, les fameux lipopolysaccharides, les LPS, et qui, en présence trop importante, passant la barrière, l'épithélium, ben, va permettre, je dirais, une absorption de lipopolysaccharides, et donc le système immunitaire ben, va vouloir réagir en augmentant la production de toll-like récepteur 4, des cytokines qui sont, comme on appelle les adipokines, des cytokines pro-inflammatoires, et qui vont entraîner une augmentation de l'inflammation de bas grade, et donc également une augmentation de l'insulinorésistance. C'est un schéma que vous avez certainement déjà vu, où on voit l'impact direct d'une alimentation, comme on appelle le Western Diet, qui fait la place belle aux acides gras saturés, aux acides gras trans, avec une présence beaucoup trop peu importante de fibres, et qui va entraîner inévitablement une remodulation, je dirais, du microbiote, une présence trop peu importante d'Akkermansia municipula, une présence trop peu importante également d'un certain nombre de bifidobactéries qui vont entraîner le passage
dans la circulation sanguine de ces LPS, augmentation de la production de macrophages qui vont entraîner déjà les éléments que je vous mentionnais tout à l'heure. Alors, on le voit ici, on a un très bel exemple de deux patients qui ont une surcharge pondérale sur le plan abdominal. La question qu'on peut se poser, c'est, bon, finalement, est-ce qu'on va les traiter de la même manière? Puisque si on fait une analyse du microbiote, on va constater que chez l'un, c'est surtout, pour ainsi dire, une absence d'Akkermansia multifila dont il est question, alors que chez le patient de droite, d'abord, il y a également très peu, ou pour ainsi dire, pas d'Akkermansia multifila, mais on constate également qu'il y a une présence beaucoup trop importante de firmicutes et pour ainsi dire une absence de bactériodéthèse, dont je disais tout à l'heure que ce rapport très augmenté est également une signature de l'obésité. Et donc c'est pour ça qu'il est important de connaître ces ratios. Vous savez l'impact de ces transferts de microbiote sur des souris OBOB, donc des souris qui génétiquement sont obèses, à qui on va transférer le microbiote à des souris qui sont génétiquement modifiées pour naître sans microbiote. On va constater que ces souris axéniques vont devenir elles-mêmes obèses. Dans l'exemple inverse, c'est une souris mince à qui on transfère son microbiote qui n'aura pas d'impact, je dirais, sur le poids. Et donc, clairement, il y a bien une modulation du microbiote qui est en cours et qui entraîne une augmentation du risque d'obésité. Et ceci s'explique en partie aussi parce que ces souris obèses ont une capacité d'extraire plus d'énergie de l'alimentation. Donc, on va retrouver dans les selles beaucoup moins de résidus, je dirais, de résidus énergétiques. Et donc, chez les obèses, il y a beaucoup moins d'énergie résiduelle qu'on va retrouver dans les selles et qui montre qu'il y a effectivement ce phénomène d'augmentation de l'extraction énergétique et qui, heureusement, peut se corriger. On le voit ici dans le cadre de corrections alimentaires qui ont été faites. On le voit sur 52 semaines, qu'il y a une diminution lente et progressive des firmicutes qui étaient en présence trop importante et avec une augmentation progressivement plus importante de bactériodéthèse qui était, pour ainsi dire, absente au début de l'analyse. Et donc, cette extraction je dirais, énergétique accrue, s'explique simplement parce qu'il va y avoir une augmentation de la production de glucides qui sont des glucides absorbables grâce à une digestion qui va être beaucoup plus complète de l'amidon qu'on va retrouver dans l'alimentation, également une digestion beaucoup plus complète de glucides non absorbables. Et on estime généralement que cette absorption accrue, qui est de l'ordre de 10% de glucides, par la digestion de ces enzymes bactériens, va faire un terrain évidemment favorable à une augmentation du tissu adipeux, de la lipogénèse, et qui, à son tour, va entraîner un risque d'augmentation de l'insulinorésistance. Alors, dans le cas des réglementations alimentaires qui peuvent être faites chez ce profil patient, il y a certainement un régime pauvre en hydrates de carbone, un régime qui sera d'origine plus végétarien avec une présence de petits poissons gras riches en oméga 3 qui sera relativement plus importante. La présence de prébiotiques peut être conseillée, même chez certains patients qui y sont compliants. Le jeûne intermittent a montré des résultats tout à fait intéressants. Mais ce qui peut également être intéressant, comme on le voit ici, dans le cadre d'une présence chez un patient obèse qui a un rapport firmicute-bactériodéthèse qui est perturbé, en plus je dirais, des approches alimentaires que l'on vient d'évoquer, on peut également imaginer la présence de compléments qui vont venir renforcer cette approche alimentaire en présence de berbérine, de quercétine et de resveratrol. Alors rapidement, la berbérine, vous la connaissez sans doute déjà, qui a démontré des vertus très intéressantes chez les patients qui souffrent de diabète et d'hyperlipidémie. À raison d'1 gramme par jour pendant 12 semaines, on a vu des améliorations notoires au niveau de l'hémoglobine glyquée et également des diminutions intéressantes des taux de triglycérides et de cholestérol également chez ces patients. Ici, une étude auprès de 2500 patients et qui a montré que de nouveaux traitements je dirais, de patients qui souffrent de diabète de type 2 et qui ont pris conjointement de la berbérine avec une amélioration du mode de vie versus un groupe pour lequel il y avait uniquement une modification du mode de vie, voire même un groupe placebo. Seul le groupe supplémenté en berbérine a montré une amélioration des valeurs au niveau je dirais, de l'hémoglobine glyquée. Alors, les mécanismes d'action de la berbérine au niveau du microbiote pourront être à deux niveaux, à la fois une diminution de l'inflammation par une diminution du LPS dans le sang, mais également un rôle, je dirais, de bactériocine, d'antibiotiques naturels
entraînant d'ailleurs une diminution du taux de firmicute à partir du moment où il y a une expression trop importante de firmicute, et également en cas de présence au niveau Prévotella, tout comme pourrait le faire d'ailleurs la metformine. La quercétine, donc polyphénol que l'on va retrouver dans les pommes, dans les baies, dans les raisins, dans beaucoup d'aliments finalement, et qui va montrer des vertus extrêmement intéressantes, dans la mesure où ici une étude faite sur des rats a montré je dirais une limitation dans la prise de poids et également de réduire les taux d'insuline sérique et à terme la résistance à l'insuline grâce à une amélioration de nouveau de ce rapport firmicute-bactériodétesse, en permettant également je dirais, d'induire cette induction de la voie des toll-like récepteurs, hein, qui est généralement une voie qu'on a vue il y a un instant, qui est stimulée par cette inflammation métabolique, par l'endotoxémie, et que la présence de la quercétine permettait à la fois une prise en charge de ces patients qui souffrent de NAFLD, qui est généralement associé à l'obésité, parce que le mécanisme d'action de cette quercétine est à la fois d'être très anti-inflammatoire, antioxydante, et également un rôle de prébiotique qui est important. Le resveratrol, extrêmement utile pour à la fois stimuler la croissance de certaines familles bactériennes, va permettre également la croissance d'Akkermansia mucifila, dont on a vu tout son intérêt, et va permettre également de diminuer une présence trop importante de bactéries délétères comme Prevotella copri et d'harmoniser le ratio firmicute bactériodétesse. Donc ça peut être certainement un complément tout à fait intéressant. Mais également de s'intéresser à ce qui peut être fait à un renforcement d'Akkermansia. On sait que le jeûne intermittent est également une approche comportementale alimentaire qui a des vertus positives sur l'augmentation de la présence d'Akkermansia. La consommation certainement de baies et de raisins, la consommation de petits poissons gras qui vont être utiles. Et dans ce contexte-là, il y a, je dirais ici, une association tout à fait intéressante, à la fois de berbérine et de quercétine, avec le transvératrol, qui vont essayer de jouer sur je dirais le rôle d'une amélioration du métabolisme, avec en présence de resveratrol et d'épigalocatéchine galate, l'extrait de thé vert, qui vont permettre d'avoir ce rôle plus de cobiotique, d'augmentation de la production d'Akkermansia mucifila, là où la berbérine, la quercétine et en partie le resveratrol vont beaucoup plus jouer sur la diminution de l'extraction énergétique au départ d'une alimentation qui contiendrait des hydrates de carbone, et d'harmoniser de nouveau le rapport firmicute-bactériodétesse. Et donc on voit clairement qu'on a dans ce supplément nutritionnel à la fois je dirais, un traitement cobiotique et d'antibiotiques naturels par la présence de berbérine d'1 gramme. Hein, vous voyez, on est vraiment pile dans les doses recommandées au niveau des études cliniques. On est sur une présence de 150 mg d'épigalocatéchine galate, de 100 mg de resveratrol et 50 mg de quercétine. Bon, voilà, on est sur quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et vous avez ici, et vous le retrouverez d'ailleurs, les différentes références qui appuient sur base des études cliniques la pertinence de ce recours, si nécessaire, à ce supplément nutritionnel. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens évidemment à votre disposition pour les questions. Merci Jean-Pierre, c'était très clair et surtout très enrichissant. Il y a énormément de questions. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les questions à votre aise. Pendant ce temps-là, moi, je présente SimpliCure. Donc SimpliCure, c'est l'outil qui vous a permis de vous offrir ce webinaire avec Jean-Paul Mans. Donc, qu'est-ce que c'est SimpliCure? C'est un outil qui est gratuit et uniquement dédié aux professionnels de santé, qui va vous permettre de recommander des compléments alimentaires de plus de 85 laboratoires sur un et seul endroit. Alors, moi, je vais vous partager mon écran, comme ça, je vous présente SimpliCure. Alors, donc, SimpliCure, c'est un outil, comme je le disais, qui est gratuit. Vous avez deux axes sur SimpliCure. Donc, le premier, c'est les webinaires. Hein, donc, vous pouvez voir les replays. Et alors, vous avez la possibilité de créer une recommandation pour votre patient. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous créez une recommandation. Vous ajoutez des produits. Et vous pouvez chercher des produits via la barre de recherche. Donc, imaginons on cherche de la berbérine.
vous allez avoir les différentes berbérines qu'on a sur Simplicure qui vont apparaître. Vous pouvez sélectionner un produit pour en savoir plus, donc tout ce qui est posologie, contre-indication, bienfaits, formulation, etc. Vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez également sélectionner par marque. Donc, comme je le disais, on a plus de 85 laboratoires sur Simplicure. Vous pouvez travailler par type de produit, par format, donc les différentes galéniques, par objectif santé. Vous pouvez inclure et exclure des ingrédients. Une fois que vous avez terminé de sélectionner vos produits, vous retournez à votre recommandation. Vous pouvez modifier l'instruction de prise aussi, taper une petite note si vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de donner un pourcentage à votre patient client ou vous-même de prendre un pourcentage. Et ensuite, la dernière étape, ça va être d'envoyer à votre patient client. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez deux manières de faire. Soit vous créez le patient sur la plateforme et donc tout simplement ensuite vous lui envoyez. Ou alors, vous avez envie de tout simplement mettre dans votre bilan un lien. Alors là, vous n'avez plus qu'à sauvegarder et copier-coller. J'espère qu'on voit bien tout mon partage d'écran en fait. C'est en tout petit. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer. J'espère qu'on voit bien tout. Et du coup, ensuite, une fois que vous avez envoyé, votre patient n'a plus qu'à acheter. Les recommandations se retrouvent dans la rubrique recommandations et vous allez pouvoir suivre vos recommandations. Le statut va passer de envoyer à acheter une fois que la recommandation a été achetée par votre patient. Vous avez aussi des protocoles. Donc, moi, c'est d'ailleurs ce que j'utilise régulièrement lors de mes consultations parce que je suis aussi diététicienne. Donc, c'est un outil qui est assez pratique dans le sens où vous allez pouvoir créer vos protocoles et les utiliser. Vous allez pouvoir aussi utiliser les protocoles qui ont été établis par certains laboratoires et vous allez pouvoir tout simplement les utiliser. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez sélectionner vos produits en favoris. Et en sélectionnant vos produits en favoris, vous les retrouverez dans l'onglet favoris. Et vous allez également pouvoir avoir la possibilité de télécharger le bon de commande. Donc ça, c'est si vous voulez plutôt imprimer des bons de commande, vous pouvez tout à fait le faire pour les donner directement en main propre à votre patient. Et ensuite, vous avez des gains que vous pouvez d'ailleurs consulter lors d'une présentation Simplicure. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire sur la plateforme et on pourra voir ça ensemble du coup. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. Donc, pour rappel, la plateforme, elle est évidemment gratuite. Alors, je vais enlever mon partage d'écran. Voilà, et on va repasser. Alors, on va passer aux questions. Jean-Paul, ça va pour vous? Pour moi, j'ai eu l'occasion de regarder les questions. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais je voudrais peut-être essayer de reprendre les questions qui se référaient directement à ma présentation et pour lesquelles peut-être je n'ai pas été suffisamment clair. Je prends par exemple la question d'Emeline qui me demande « Bonjour, pour l'allaitement, vous recommandez des probiotiques durant toute la durée de celui-ci, point d'interrogation, ou durant les X premiers mois, si oui, lesquels ?» Et donc, je précise que aujourd'hui, de plus en plus de gynécologues qui s'intéressent à la nutrition recommandent la prise d'un complexe de probiotiques au cours des 3 derniers mois de la grossesse. Donc, ce n'est pas pendant toute la grossesse parce qu'on sait que l'importance de la santé du microbiote de la maman, qui, si l'enfant naît par voie basse, on sait qu'il va y avoir une transformation, un transfert en tout cas de la composition du microbiote par le passage vaginal au niveau de l'enfant, et que si ce microbiote est sain, et le plus sain possible, forcément la colonisation qui va se faire progressivement chez l'enfant va partir sur des bases qui sont évidemment beaucoup plus saines également. Donc c'est pour ça, non, il n'est pas recommandé de prendre des probiotiques pendant toute la durée de la grossesse, mais plutôt au cours des derniers mois. Et éventuellement pendant les premiers mois, surtout si la maman décide d'allaiter. On sait que l'allaitement va également venir influencer positivement le développement du microbiote.
Donc certainement pendant les 3 derniers mois de la grossesse et éventuellement pendant les premiers mois ou pendant les mois au cours desquels la maman compte allaiter. Voilà pour la première question que je voulais reprendre. Alors, une question que je n'ai pas abordée parce que c'est complexe. Je prends la question d'Amandine qui me dit: avez-vous des souches pour les enfants qui ont un trouble de marqué de l'opposition, mais j'imagine que c'est de l'attention avec l'agressivité. Alors oui, aujourd'hui, il existe en tout cas 2 souches qui ont été identifiées au niveau de la prise en charge des enfants qui souffrent de la sphère autistique. Alors, il y a des premiers résultats en tout cas qui sont encourageants. Les études sont encore assez petites au niveau du nombre de patients qui ont été impliqués. Donc, aujourd'hui, on n'oserait pas dire qu'on a déjà une solution, mais manifestement, il semblerait que d'ici peu, on ait en tout cas des choses intéressantes pour gérer la prise en charge de ces patients qui ont ce trouble de l'attention avec ou sans agressivité. Alors, au niveau, je dirais, de la question de nouveau d'Emeline concernant la femme enceinte, au niveau de quel type de probiotique, je dirais que de nouveau là, il n'est pas nécessaire de vouloir chercher une souche en particulier. La recommandation serait plutôt d'avoir une approche d'un probiotique plutôt généraliste qui va reprendre un assez grand nombre de souches bien dosées. L'objectif étant, je dirais, d'apporter ce qu'il faut par la supplémentation, en plus évidemment d'une alimentation la meilleure possible, d'avoir un microbiote le plus en eubiose possible au moment de l'accouchement. Mais il n'y a pas le besoin de la recherche d'une souche en particulier. Alors, il y a une question qui me posée par France et qui me demande: est-ce que cette synergie a été démontrée avec les 10 souches auxquelles je faisais allusion dans la présentation? Alors, est-ce que là, il y a des études cliniques? Non. Par contre, il y a des études cliniques nombreuses sur un complexe de 8 souches qui reprennent à la fois des bifidos et des lactobacilles, comme dans le supplément nutritionnel que je vous ai montré. Donc, le supplément nutritionnel que je vous ai montré contient ces fameux 8 souches qui a démontré, sur base de très nombreuses études surhumaines à grande échelle, une efficacité à 3 et à 6 mois sur les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est vraiment quelque chose de très utile au niveau de ces complexes avec un nombre de souches qui est relativement important. Alors, il y a une question compliquée d'Ophélie qui me demande: suite à une colectomie quasi totale, suite à un cancer du côlon, quelles souches recommandez-vous, sachant que la plupart sont difficilement supportées parce qu'elles entraînent diarrhée et douleur? Oui, donc là, effectivement, ma recommandation, c'est par rapport aux suppléments qui existent aujourd'hui. Si je prends le cas du supplément nutritionnel que je vous montrais avec les 10 souches qui contient 40 milliards de bactéries, probablement ce produit est surdosé chez ce patient qui a subi une colectomie quasi totale. Ma recommandation, c'est d'ouvrir la gélule et d'en consommer peut-être un tiers ou un quart pendant quelques jours et de voir comment le patient supporte ou non cette supplémentation. Il est clair que le fait d'ouvrir la gélule dans le cadre d'une double protection comme celle que j'évoquais tout à l'heure ne pose aucun souci. Donc, il n'y a pas de perte d'efficacité parce qu'on ouvre la gélule dans ce cadre-là, puisque ce sont chaque petite boule qui contient des bactéries qui font l'objet de cette double protection que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ma recommandation, c'est certainement des doses de bactéries peu importante, d'y aller probablement peut-être un peu trop bas pendant quelques jours, si le patient le supporte, d'augmenter progressivement la dose de façon à se rapprocher de la dose journalière en généralement recommandée sur ces suppléments nutritionnels. Alors, une autre question qui m'est posée par Radia, qui me dit: selon vous, est-il plus intéressant d'user de probiotiques concernant plusieurs espèces de bactéries plutôt qu'une seule famille? On voit souvent des probiotiques contenant une seule famille, par exemple Akkermansia. Quel est l'impact sur l'organisme? Alors, aujourd'hui, si on doit faire le choix d'un supplément nutritionnel qui contient exclusivement la souche Akkermansia par rapport à un supplément nutritionnel dont l'objectif
est d'augmenter progressivement à la fois des bactéries de type antibiotique naturel, d'augmenter la production de bactéries anti-inflammatoires, de permettre la croissance et la production d'Akkermansia municiphala. Probablement, on a une approche peut-être plus complète, plus holistique, que uniquement donner de l'Akkermansia municiphala sans nécessairement peut-être traiter d'autres éléments qui devraient être pris en compte chez les patients qui souffrent d'insulinorésistance, qui souffrent de paramètres inflammatoires au niveau hépatique, des personnes qui auraient également des problèmes, je dirais, au niveau d'une surcharge pondérale, d'une augmentation du tissu gras-viscéral. Voilà, ma recommandation probablement serait d'essayer d'avoir une approche un peu plus holistique, uniquement que le fait de donner une seule souche pour traiter un problème aussi complexe que par exemple une surcharge pondérale. Alors, une autre question qui m'est posée chez une personne qui présente une dysbiose avec une présence accrue de pathogènes, donner des probiotiques ne peut-il pas créer un phénomène de compétition et créer des désagréments? Ne faut-il pas assainir avant de réensemencer? Alors, si la question, c'est de dire, question d'Éloise, qui est de dire, et si on donnait un traitement antibiotique, et puis qu'on en ressemence en donnant des probiotiques, est-ce que finalement ce ne sera pas une option thérapeutique? Je ne pense pas. Je pense que vous avez raison de dire qu'il y a un phénomène de compétition au niveau du microbiote entre les bactéries qui ont plutôt des effets positifs sur la santé versus des bactéries plutôt pathogènes. Et c'est pour ça qu'en donnant un complexe nutritionnel qui contient un nombre important de bactéries qui vont arriver sur le site où il est utile que ces bactéries arrivent pour avoir leurs différentes fonctions, mais c'est une manière évidemment d'aller occuper progressivement le terrain et de rééquilibrer le microbiote, d'avoir une dysbiose qui est de moins en moins présente, surtout si ces bactéries pathogènes sont sensibles à la présence de bactéries qui vont avoir un rôle d'antibiotiques naturels justement. Et si vous donnez soit ces probiotiques, soit ces polyphénols que l'on a évoqués il y a un instant, qui ont également ces fonctions d'antibiotiques naturels, vous allez progressivement diminuer ces phénomènes de dysbiose pour revenir vers des phénomènes de biose tout simplement. Alors, la question qui m'est posée par Radia, question qui n'est pas simple non plus, qui est combien de temps faudrait-il se supplémenter en probiotiques pour avoir une stabilisation du microbiote? Alors, je dirais plutôt que de parler de stabilisation du microbiote, j'aurais tendance plutôt à dire, on l'a vu au début de ma présentation, les probiotiques ou les bactéries que l'on peut prendre à travers des suppléments nutritionnels, on l'a vu, peuvent avoir des fonctions extrêmement différentes. Alors, imaginez, je prends le cas d'un patient qui souffre de problèmes dermatologiques, d'une dermatite atopique. Mais si vous lui donnez les souches bactériennes qui ont été bien documentées, qui montrent une amélioration de la symptomatologie, je dirais le temps de la supplémentation, ce sont les symptômes que le patient va constater qui vont l'amener à dire il y a une amélioration sensible de ma pathologie, et qui, en continuant à adopter évidemment des mesures nutritionnelles du type, par exemple, une alimentation anti-inflammatoire par la prise, par exemple, et la consommation régulière de petits poissons gras, elle va constater une amélioration de la symptomatologie qui peut amener le patient, en concertation avec son médecin, le professionnel de santé, de venir diminuer progressivement le recours à ce probiotique pour arrêter carrément à un moment donné la prise de ce probiotique. Donc je pense que dans ce cas-là, c'est beaucoup la symptomatologie et où évidemment parfois aussi, heureusement, le recours à une biologie je dirais, de qualité, comme la mesure de l'indice SOMA. Si on a un patient qui est en surcharge pondérale et qui a un début d'insulinance, de résistance à l'insuline, la mesure de l'OMA peut être également un marqueur qui va permettre de déterminer si oui ou non il est utile ou non de continuer la prise de ces probiotiques. Alors peut-être une dernière question, parce que je vois que l'heure avance.
ou faire un bilan des bactéries du microbiote lorsqu'on habite au Québec. Ah oui, alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir en tout cas alors j'imagine qu'il doit y avoir des laboratoires de biologie fonctionnelle sur le continent nord-américain. Ce qu'il faut en tout cas veiller, et c'est ce qui se passe en tout cas en Belgique ou en France ou en Suisse, c'est que on peut parfaitement, lorsqu'on fait un recueil de sel, généralement, il y a un tout petit prélèvement qui va être mélangé à un liquide tout à fait particulier qui va permettre de stabiliser le recueil de sel qui a été réalisé et qui permet un envoi tout à fait sécurisé vers le laboratoire de biologie qui va permettre de faire une analyse du microbiote de manière tout à fait sécure sans qu'il n'y ait une perturbation de la composition du microbiote qui tiendrait à des conditions de conservation, de transport, de chaleur ou d'humidité. Donc, c'est clair que je n'ai pas la connaissance, je ne travaille pas pour un laboratoire de biologie fonctionnelle quant à savoir est-ce qu'on peut imaginer vous faire expédier le kit de recueil au Québec et de le renvoyer par avion pour qu'il soit traité. Je pense que s'il s'agit que de quelques jours, je pense que c'est parfaitement jouable, mais je dirais, j'aurais tendance plutôt à vous documenter quant à savoir si vous ne pouvez pas bénéficier au Québec de laboratoires de biologie fonctionnelle. Voilà peut-être, Julie, histoire de respecter plus ou Ouais. moins le timing. Merci d'avoir répondu aux questions. Je pense que c'est un sujet très intéressant pour tout le monde. Je voulais juste terminer en disant que n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains événements. Pardon. Donc, ce sera le mardi 4 juin sur le temps de midi avec l'endométriose et les règles douloureuses avec Sylvain Buroni. Et alors le jeudi sur l'utilité du CBD en médecine esthétique avec Daniel Moons le 6 juin à 12h30 également. Mais donc voilà, effectivement, le webinaire touche à sa fin. J'ai également mis le lien de Simplicure si jamais vous voulez aller regarder le webinaire en replay et regarder les slides, tout, il sera mis cet après-midi. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle après-midi à tous et à vous, Jean-Pierre. Merci pour ce webinaire et à la prochaine. Avec grand plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.